Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la commune. Donc voilà les gars. Donc let's go les gars, on va tout simplement faire ça en deux parties. Première partie, on va essayer de résumer un petit peu tout ce qui se passe autour de Shanks pour que voilà, toutes les personnes qui sont pas trop au courant, qui comprennent pas ce qui se passe, on puisse tout mettre en ordre. Et juste après, on passera à tout ce qui est théorie, tout ce qui est info complémentaire qu'on n'avait pas forcément dans les spoils, mais qu'on a là maintenant visuellement grâce au chapitre. Et voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo. Donc let's go les gars, on commence pour récapituler. Donc voilà, on a deux personnes agenouillées avec une cape noire, qui ont débarqué via un éclair noir et un cercle d'invocation. Donc voilà, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça veut dire énormément de choses. Donc premièrement, le fait qu'il soit arrivé par un éclair noir, qu'il soit dans un cercle d'invocation et en même temps qu'il soit agenouillé, tout simplement fait pour moi part référence à Im-sama. Pourquoi ? Parce que s'ils sont agenouillés, c'est potentiellement qu'ils étaient juste devant Im-sama ou devant le Gorosei avant d'être envoyés sur Elbaf. Donc ça, c'est un petit détail qu'on manque, merci à la team YouTube, et au final, qui pour moi, prend tout son sens dans le chapitre, parce que ça montre un petit peu déjà l'appartenance et l'origine de ces personnages. Ensuite, on peut ajouter le fait qu'ils sont en cape noire, donc forcément, on pourrait supposer que c'est des chevaliers divins, et moi franchement je crois entièrement en cette théorie, parce que on avait déjà vu en fait dans la forme des chevaliers divins quelqu'un avoir une épée qui ressemble étrangement à celle de Shanks, étrangement à celle de Garling, et qui aurait la même cape que celle de Shanks ou de Garling. Donc on aurait pu prendre cette personne pour Garling, mais voilà, à cause de la coupe de cheveux, on savait que c'était pas lui. Donc en fait, le fait que cette personne arrive et qu'elle soit différente de Shanks, commence à comprendre que c'est totalement possible, c'est quelque chose qu'on avait commencé à entrevoir déjà par le passé, et ça explique aussi la raison pour laquelle il puisse accéder au trône, qu'il puisse parler d'un certain pirate au Gorosei, tout prend son sens aujourd'hui. Donc voilà en tout cas pour le physique, la personne, donc voilà on comprend pourquoi ils ont une cape, on comprend pourquoi ils sont venus par un cercle d'invocation, on comprend pourquoi ils sont à genoux. Maintenant il faut savoir pourquoi ce serait un jumeau ou un clone de Shanks. Pour moi c'est une raison simple. Alors un clone, c'est vrai que c'est pas impossible, parce que voilà ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau et voilà on pourrait supposer que c'est tout simplement un clone, mais pour que ce soit un clone, ce serait même plus logique scénaristiquement que ce soit un clone de Garling qu'un clone de Shanks. Parce que rappelez-vous que Shanks à God Valley il avait 1 an, et depuis ces 1 an, la marine lui ont jamais mis la main dessus, tu vois. Aucun scientifique ont mis la main tout simplement sur Shanks. Donc ça reste compliqué de créer un clone de Shanks sans qu'il soit capturé, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, pour que ce soit un clone de Shanks, il aurait fallu qu'il soit cloné à 1 an. Et est-ce que c'est réellement judicieux de cloner un bébé alors que t'es même pas sûr des résultats, etc., etc. Le mieux, c'est limite de cloner Garling. Donc pour moi, il y a plus de chances que ce soit un clone de Garling que ce soit un clone de Shanks. Donc ça, c'est pour le côté clone. Donc ça, c'est une des premières probabilités. La deuxième probabilité, pour moi, c'est tout simplement que ce soit le frère de Shanks, tout simplement le cousin de Shanks. Potentiellement que Garling avait une sœur et que sa sœur, elle s'est potentiellement mariée avec Xebec, ils auraient fait un enfant et le résultat aurait fait un enfant surpuissant. Ça expliquerait les cheveux rouges et peut-être que Xebec a les cheveux rouges et ça expliquerait aussi pourquoi Garling n'a pas forcément les cheveux rouges. Donc voilà, vous comprenez un petit peu que toutes ces interrogations peuvent être prises en compte et on peut supposer tout simplement que Shanks n'est pas la personne qu'on croit être et que Figarland Garling n'est pas forcément le père de Shanks. Ça, c'est une déduction qu'on en a faite parce qu'ils portent le même nom de famille, mais c'est pas quelque chose d'avéré aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans les probabilités. Et la plus simple, c'est que à God Valley, il y avait tout simplement Shanks et son frère jumeau, et qu'il y en a un qui s'est perdu dans le coffre que Roger a trouvé, et l'autre a réussi à grandir chez les dragons célestes. Et tout simplement pour le scénario, ce serait ultra intéressant de voir l'évolution de la même personne, parce que voilà, on parle de clones depuis tout à l'heure, mais il faut savoir que les jumeaux sont, enfin les vrais jumeaux en tout cas, sont vraiment un clone IRL, fabriqué de manière naturelle. Ils ont, il me semble, le même ADN, ils ont vraiment en tout point la même chose. Ils sont exactement les mêmes personnes, tu vois, vraiment à la cellule près, au développement près. Donc voilà, ça montre aussi que cette probabilité pourrait exister, et pour moi c'est potentiellement la plus logique, parce que comme j'ai dit, au niveau scénaristique, ce serait le plus intéressant étant donné qu'on aurait voilà, deux évolutions différentes, on aurait un Tenryubeto d'un côté et un pirate de l'autre côté, et on aurait un petit peu l'évolution, et on pourrait voir un petit peu le fait d'évoluer avec ce développement des chevaliers divins, etc., etc., et voir un petit peu comment il a évolué de manière sentimentale, etc., etc. Ça montre
montrerait un petit peu la différence qu'il y a d'être élevé soit par des personnes aimantes ou soit des personnes tout simplement abjectes, etc., etc. Et en plus, on voit que la plupart des gens dans One Piece, pour élever les enfants, c'est tendu, tu vois. À part Roger, c'est tendu, tu vois. En plus, Shanks et Baggy, c'est parmi les seules personnes qui ont été élevées par Roger, alors que Roger avait un fils qui aurait pu être élevé s'il n'était pas mort et qu'il avait potentiellement plus de temps, entre guillemets, par rapport à sa maladie. Bref, vous comprenez que c'est des choses qui, malheureusement, ont fait que, tout simplement, ils n'ont pas pu avoir l'éducation qu'ils auraient potentiellement voulu. Donc voilà, on va passer à la dernière partie un petit peu de l'explication, du résumé par rapport à tout ça. Pourquoi il y a très peu de chances que ce soit Shanks? Pour énormément de raisons, les gars. Premièrement, la plus logique, la plus basique, c'est que Oda l'a dit. Oda a dit à la sortie du film Red que dans le film, on saurait si Shanks est gentil et méchant. Et à la fin du film, on voit clairement que Shanks est gentil. Il est triste de perdre sa fille, etc., etc. Vous avez compris. Donc, personnellement, je trouve que Shanks, déjà, pour être méchant, ça va être compliqué. Déjà, juste par le fait que Oda l'a mentionné. Ensuite, il y a le côté équipage, le côté Roger. Roger l'a éduqué, Roger l'a élevé, il lui a transmis sa volonté, en tout cas une partie de sa volonté. Donc, ça m'étonnerait clairement qu'il soit méchant à cause de ça. Ensuite, il y a le côté Yasopp. Yasopp, j'ai déjà expliqué plein de fois. Le fait que Yasopp soit le père de Usopp et en même temps le héros de Usopp. Si, tout simplement, Yasopp est méchant et que Shanks est méchant aussi, et Usopp s'en rend compte, tout simplement, Usopp pourra pas finir l'histoire correctement. Il sera pas content de finir l'histoire parce qu'en fait, toute sa vie, ça aura été un mensonge. Il a idolâtré quelqu'un qui aura été tout simplement un menteur. Il a pas souffert toutes ces années, mais le résultat sera que de la souffrance. Donc voilà. Ensuite, pourquoi ça peut pas être Shanks? J'ajouterai tout simplement que Shanks, il est pas, en tout cas, d'après ce qu'on voit, Shanks, il est pas du tout familier avec tout ce qui est gouvernement mondial, etc., etc., depuis qu'on a appris que la personne qu'on a vue, c'était pas du tout Shanks dans le chapitre 907, 908. Donc ça, pour moi, c'est des choses qu'il faut clairement prendre en compte et garder en tête. Ensuite, comme je vous l'ai déjà dit, il faut savoir qu'Oda, actuellement, j'ai vraiment l'impression qu'il essaye de créer du débat, de créer de l'engouement autour de ce chapitre et de Shanks, ce qu'il arrive totalement à faire, parce que déjà de base, Shanks, il y avait un doute sur le fait qu'il soit gentil ou méchant, malgré que Oda dise de sa bouche que Shanks est gentil, les gens continuent de se dire potentiellement il est gentil, potentiellement il est méchant. Et du coup, il a décidé d'utiliser ça, tout simplement pour faire parler autour de son manga, faire travailler un petit peu la commu autour de ça, et c'est totalement réussi. Parce que là, quand on regarde Twitter, on voit clairement qu'il y a énormément de personnes, mais vraiment beaucoup, qui pensent que c'est Shanks. Après, voilà, comme je vous ai dit, personnellement, je donne que mon avis, et du coup, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, on a eu beaucoup d'informations. Oda nous a donné beaucoup d'informations via les interviews, via énormément de choses. Et là, pour moi, il y a vraiment très peu de chances que Shanks soit tout simplement cette personne. En plus, le pire, c'est que il y a ce côté où le visage est caché, il y a tout ce côté chevalier divin. C'est là où les gens comprennent pas trop, mais comment il pourrait assumer d'être sur son navire et en même temps d'être chevalier divin. Genre, ça veut dire que toutes les 5 minutes, il s'éclipse, il laisse son équipage de côté et il leur dit bougez pas, je vais aux toilettes, et en fait, il va à Marie-Joie. Ce serait complètement bizarre. Et puis, voilà, un éclair noir, ça passe pas inaperçu. J'ai même vu des personnes qui pensaient que tout l'équipage de Shanks était tout simplement tous des chevaliers divins. Je suis assez dubitatif par rapport à tout ça. On a vu une partie des chevaliers divins à God Valley, donc voilà. Après, c'est peut-être des anciens, à voir, on verra bien de toute façon tout ça en détail prochainement. Donc voilà, en tout cas pour l'explication de tout ça, je pense sincèrement avoir fait le tour. Là, on va passer à la dernière partie de ce live. C'est là où je vais un petit peu analyser et détailler tout ce que j'ai à dire par rapport au chapitre. Mais de toute façon, il n'y a pas trop de choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit, toutes les théories qu'on a faites. Je vous invite vraiment à aller les regarder. Les seules choses que j'aurais à dire, c'est déjà au niveau de la construction du chapitre, on a vraiment un chapitre qui est axé d'une part sur Robin, sur O'Hara et sur la bibliothèque. On a vu aussi que Lilith voulait s'installer sur l'île pour réparer Vegapunk, mais potentiellement qu'elle va pas rester définitivement sur l'île. Potentiellement qu'elle peut créer son labo, réparer Vegapunk et partir. Peut-être que en fait ce sera juste la nouvelle base de Vegapunk. On sait que Vegapunk il adore créer des bases et s'en aller, donc c'est potentiellement une chose qui pourrait arriver ici. On a vu tout simplement l'île où Franky a été envoyé
pendant les 2 ans. Ensuite, on a vu Punk Hazard, on a vu Egghead, on a vu potentiellement maintenant Elbaf. Donc le reste n'est pas impossible, on verra, mais il y a toujours pour moi une chance réelle pour qu'un des Vegapunk pourrait accompagner les Mugiwara soit à Raftel, soit dans des zones où il y a des informations à récolter pour pouvoir tout simplement les étudier et les transmettre. Quand je dis transmettre, je parle bien de les transmettre à Dragon, parce que voilà, les autres Vegapunk sont dirigés vers Dragon. Ça, c'est des informations qu'il faut garder en tête. Ensuite, au niveau de la bibliothèque, je vous avais parlé du gigantisme, le fait que les livres puissent devenir géants à partir du moment où ils rentrent dans la bibliothèque. Donc voilà, est-ce que c'est un pouvoir du fruit du démon? Est-ce que c'est un pouvoir propre à l'île? Quand on voit un petit peu tout ce qui se passe sur l'île, on pourrait supposer que c'est un pouvoir lié à l'île, et potentiellement que dans cette bibliothèque est concentré le pouvoir, que ça marche que sur les livres, parce que potentiellement les livres sont faits en bois, et potentiellement que le bois pourrait faire grandir le bois. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais c'est le seul rapprochement que je trouve qui pourrait être en lien avec la bibliothèque pour l'instant. Mais par contre, ce qui est réel, c'est que tout Elbaf pourrait tout simplement rendre plus grand. Donc moi, je vois bien ça grâce à Yggdrasil. Donc potentiellement, Yggdrasil pourrait rendre tout ce qui l'entoure plus grand grâce à son pouvoir. Et du coup, ça expliquerait les mots de Louis Arnott qui dirait pourquoi il ne faut pas rester sur cette île trop longtemps. Donc ça, c'est des petites théories qu'on avait déjà dit. Mais voilà, on a des petits éléments qui vont dans ce sens-là. À garder en tête, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Donc voilà, Loki qui est grave gentil. On commence à le découvrir de plus en plus. On a vraiment l'impression que c'est une bonne personne. Je doute que c'est lui qui a tué son père, ou s'il a tué son père, c'est pour une bonne raison. Et franchement, moi, je pense plutôt que c'est un coup d'état. Et quand on voit la manière de venir des chevaliers divins, de venir sur l'île aussi facilement, on pourrait supposer qu'ils puissent attenter à la vie du roi Harald et partir aussitôt et faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Ça, c'est totalement possible. Potentiellement, l'utilisateur du fruit de Katharina Devon, potentiellement l'ancien utilisateur, étant donné que c'était il y a 6 ans, Katharina Devon vient d'avoir ce fruit. Potentiellement, l'ancien utilisateur aurait utilisé la forme de Loki pour pouvoir attenter à la vie du roi Harald. C'est pour ça que potentiellement que les géants sont sûrs et certains d'avoir vu Loki tuer son père. Donc ça montre un petit peu que finalement, on pourrait supposer que le contrôle d'Elbaf n'est pas aussi maîtrisé par les habitants d'Elbaf compte tenu des informations qu'on a tout simplement dans le chapitre. Donc voilà en tout cas pour Loki qui pourrait tout simplement avoir un rôle ultra important. Je pense que ce sera le capitaine de la flotte pour la fin du manga. Pour moi, vous savez, il y a la théorie sur le fait que dans chaque île que Luffy a visité, il y aura une espèce d'armée qui viendra prêter main forte aux Mugiwara. Et il y aura des capitaines d'armée, donc toutes les gens qu'on connaît et qui ont suivi dans chaque navire pour attaquer le gouvernement mondial en fin de manga. Et là, on voit clairement, chaque fois, c'est les personnages que Luffy aime le plus. On a vu Kiros, Rebecca, par exemple, Dressrosa qui pourrait faire partie de cette alliance des capitaine. Pareil pour toutes les autres îles, et là pour moi sur cette île ce sera plus Loki que n'importe qui d'autre, parce que je pense que lui il est gentil et que voilà, il a tout simplement la force nécessaire, il a tout ce qu'il faut. D'ailleurs j'ai oublié de dire un truc, mais en gros ici les gars, ce que j'ai vu c'est qu'on a un trône, et le trône c'est un vieux trône, c'est un trône qui date vraiment d'il y a très longtemps. Et en fait quand tu vois ce trône, tu vois en fait qu'ici on a des espèces de branches, ici on a des espèces de motifs, et ces motifs ressemblent étrangement à ces motifs là, tu vois. Ceux-là ressemblent à ceux des fruits du démon, mais ils ressemblent aussi à ceux sur les maisons d'Elbaf, tu vois. Donc déjà, la cohérence est là. Ensuite, on a ce genre de motif qui ressemble vraiment à ce qu'on trouve autour du trône vacant. Et du coup, ça, c'est intéressant. Pourquoi, les gars? Parce que potentiellement, que ce trône, ce château, est en lien avec l'ancien pays des Tenryubito, comme je l'avais déjà dit. Et au final, ça expliquerait pourquoi ils ont réussi à se téléporter aussi facilement sur l'île. Il n'y a pas eu d'invocation. En tout cas, là, on voit pas d'invocateur. On voit que 2 invoqués, et ça c'est une question qu'on se pose par rapport au fait que est-ce que tout simplement ce serait pas des personnes qui à une époque vivaient ici? C'est peut-être pour ça qu'ils ont une accessibilité plus facile à Elbaf, peut-être quelque chose de cohérent. Et en plus de ça, ça pourrait aussi faire en sorte que tout simplement Joy Boy, Nika et les ennemis de fin, donc Im-sama, etc., viennent tous du même endroit, et à cause d'une dispute, on va dire ça comme ça, et ça a créé tous les événements
événements qui se sont passés pendant le siècle oublié et même après aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà teasé par rapport à la théorie de Luffy dans l'espace. Vous allez voir, c'est ultra cohérent, je vous la mets en haut à droite. Et du coup, moi, personnellement, je pense sincèrement que c'est quelque chose qui pourrait très bien entrer dans le scénario de One Piece et ça montrerait un petit peu aussi les raisons pour lesquelles ils peuvent tout simplement s'introduire sur Elbaf aussi facilement. On a vu que sur Egghead, c'était compliqué. Là, on pourrait comprendre la raison pour laquelle ils peuvent se téléporter. Et en plus, ce qui m'éclate, c'est ce que je vous avais dit par rapport à Egghead. Quand on était sur Egghead, je vous avais dit, les gars, à cause des cercles d'invocation, tout ça, je pense que les Mugiwara vont passer leur temps à se faire poursuivre bien plus sérieusement, étant donné que maintenant, c'est une des plus grandes menaces pour le gouvernement mondial. On l'avait vu à Wano déjà que ça rentrait dans les menaces, on l'a vu à Egghead encore une fois de plus, on a vu la réaction d'Im-sama, on voit maintenant les chevaliers divins rentrer en ligne, en première ligne, avec justement la téléportation directe sur Elbaf. Donc voilà, on voit que tout simplement les Mugiwara vont passer leur temps à se faire poursuivre par les chevaliers divins, et je pense que ça s'arrêtera qu'à Raftel. Donc voilà en tout cas pour le chapitre, je pense avoir fait le tour, je pense avoir dit toutes les informations nécessaires. Dans tous les cas, on va en reparler, parce que voilà, jusqu'à la fin de l'année, normalement, on n'a pas de chapitre. Potentiellement, on a des spoils, mais pas de chapitre. Donc voilà les gars, pour cette vidéo, pour la team YouTube, merci d'avoir suivi. On se capte très vite, et dans tous les cas, j'ai prévu pas mal de contenu pour vous. Demain, on reprend avec un petit live horreur, et dimanche, l'épisode de One Piece. Donc voilà les gars, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Merci encore, n'hésitez pas à soutenir, on se voit très vite, comme je l'ai déjà dit.